Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On aura une session en 3 parties. Donc, une session en 3 parties. La première partie va aborder les questions justement de transition écologique et de développement durable. Je vais un peu expliquer les différences conceptuelles. Hein. Très souvent, on utilise des mots sans pour autant comprendre derrière les différences conceptuelles. Je vais vraiment faire aussi une emphase sur le développement durable à proprement dit, d'où il vient, son histoire, et puis faire matcher ça également avec les enjeux climatiques en Afrique. On dit qu'on parle beaucoup de développement durable, mais si on en parle autant également en Afrique, c'est parce que nous sommes aussi très, très concernés. Après ça, on va aborder la question de comment est-ce qu'on agit en tant que jeune dans le contexte des ODD. Chacun essaie de faire sa part, donc à l'image du colibri, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut aborder comme approche pour un peu se démarquer? Voilà. Et en dernière position, bon, comme d'habitude, des recommandations et des appels à l'action en tant que jeune. Alors, on va peut-être utiliser le chat. J'espère qu'il y en a qui savent utiliser le chat. On a eu la première session sur justement comment est-ce qu'on utilise les outils collaboratifs de projet de travail. Donc, on a appris à utiliser le chat. On va utiliser le chat tout à l'heure. Avec une seule question, on ne va pas en faire trop. Est-ce que pour vous, la transition écologique, c'est aussi le développement durable? En fait, c'est faux. La transition écologique, ce n'est pas le développement durable. Voilà, donc bravo à Kwasi Cyril, à Aminata Sako, à Fouda, à Siaka, à Kofi Ange. C'est faux. C'est faux à partir du moment où on veut être précis. À partir du moment où on veut être précis, on veut utiliser les bons mots. La transition écologique, ce n'est pas le développement durable. Ce n'est pas la même histoire, ce ne sont pas la même temporalité, voilà, et on va le voir. Et en faisant ce petit jeu, l'idée, c'est aussi de se dire qu'il faut savoir de quoi on parle. Quand vous vous engagez, il faut savoir de quoi vous parlez. Voilà. Aller ramasser des déchets, c'est bien. Planter des arbres, c'est bien. Mais quand on vous demande pourquoi vous le faites, sachez utiliser les bons mots. Voilà. Si vous êtes un spécialiste de la transition écologique ou sinon des tendances de transition écologique, sachez de quoi vous parlez. Si vous croyez au contraire que le développement durable reste quelque chose d'assez excellent comme orientation stratégique pour répondre aux enjeux climatiques, environnementaux, il faut connaître les ODD, il faut savoir dans quel ODD s'inscrit votre activité. Très, très important de savoir agir en connaissance de cause. Un fait, c'est différent d'une politique, c'est différent d'une opinion. Un fait scientifique n'est pas une politique publique, encore moins une opinion personnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le corps scientifique mondial dit qu'il y a un réchauffement climatique ou sinon un changement climatique qui est induit par les activités humaines. C'est la science qui le dit. Ça veut dire que c'est prouvé scientifiquement. Donc, c'est ça qui va servir de soubassement aux politiques maintenant. Le politique va dire, OK, il est avéré qu'il y a un changement climatique. Quelle politique est-ce qu'on peut mettre en place pour y faire face? Et c'est là qu'on parle maintenant d'orientation en lien avec le développement durable ou la transition écologique. Donc, le changement climatique est un fait scientifique. Le développement durable et la transition écologique sont des orientations politiques qui vont permettre justement de faire face au changement climatique. C'est-à-dire qu'actuellement, on n'est plus au stade de dire est-ce que le changement climatique existe ou pas. On a tranché, la science a tranché. La science dit qu'il y a un changement climatique qui, plus est induit par
est aggravée par les activités humaines. Donc, est trop rapide par rapport à ce qui devrait se faire normalement. Une fois que la science a dit ça, qu'est-ce qu'on fait en tant que société pour faire face à un tel constat scientifique? C'est là que chacun va réfléchir à sa politique. Il y en a qui vont dire, bon, voilà, ça a été dit, donc là, pour le coup, on ne peut pas le nier. Voilà, donc il faut justement, on est des politiciens, on a appelé à résoudre les problèmes donc, civilisationnels et tout ça, les problèmes de ceux qui nous ont élus, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, mettons en place une politique de développement durable. Orientation politique. Mettons en place une politique de transition écologique. Orientation politique. Voilà. Pareil, quand je dis que la science n'est pas une opinion, aujourd'hui, la question de la forme de la Terre a déjà été tranchée scientifiquement. Voilà, on sait que la Terre est ronde. Il y en a qui diront ellipsoïdale. On sait que la Terre, c'est pas un truc qui est plat. Voilà. Donc, la science a tranché. Donc, quelqu'un qui va te dire, ah, moi, je ne suis pas sûr que la science a tranché, je ne suis pas sûr que la Terre est ronde, c'est son opinion. Ça n'engage que lui. C'est son opinion. Mais ça ne fait pas foi de vérité scientifique, parce que la science a tranché. Voilà. Donc, c'est très important d'utiliser les bons mots au bon moment. Pareil, quand on dit ça, cela donne plusieurs registres de savoir. C'est-à-dire que en tant que personne engagée ou intéressée par les questions environnementales, on va aller puiser nos informations dans plusieurs registres, en fait. Voilà. Si tu veux travailler ta culture scientifique sur les questions écologiques, tu vas consulter des rapports scientifiques. Tu vas consulter des rapports de gens qui ont écrit et de gens qui ont documenté la science environnementale. Voilà. Il y a des organisations qui existent pour ça. Voilà. Le GIEC, par exemple, ou sinon IPCC en anglais. L'Organisation météorologique mondiale, le CNRS. On a des think tanks en Afrique. Voilà. Ceux-là, ils vont construire en fait le corpus scientifique. Voilà, c'est des chercheurs, des gens sérieux qui sont là-bas, qui vont construire le corpus scientifique et qui vont dire, bon, à un moment donné, il faut objectiver un peu ce phénomène, le suivre sur le long terme, alerter quand il faut et tout. Voilà. Donc, eux, ils vont faire leur truc de leur côté. Pendant ce temps, les politiciens, eux, vont se réunir. Il y a des instances comme la COP, et ainsi de suite. Voilà, ils vont se réunir pour travailler sur les orientations politiques pour répondre justement à ces données qui remontent du corps scientifique. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça que le monde, je veux dire, culturel autour des questions environnementales se travaille. C'est comme ça qu'il se comporte. Il y a plusieurs registres de savoir. Donc, pour nous, qui sommes des aspirants, des apprentis écolos, si on veut avoir une base solide sur les questions environnementales, il ne faut pas qu'on ait peur de lire. Donc, il va falloir aller puiser dans des rapports et tout ça. C'est bien de publier Protégeons l'environnement sur Facebook chaque jour, mais souvent, ça manque d'épaisseur, ça manque de fond. Voilà, ça manque de fond. Je le disais tantôt, la transition écologique, ce n'est pas tout à fait le développement durable. Donc, en quoi est-ce que la transition écologique prend ses distances par rapport au développement durable? La transition écologique prend ses distances par rapport au développement durable à travers justement une notion de rupture. C'est une notion qui est beaucoup plus récente que le développement durable et elle essaie d'aller plus loin, d'accélérer justement les transformations. Elle part d'un constat. La transition écologique, c'est vraiment cette notion-là ou cette politique-là qui est plutôt un peu sceptique par rapport à l'approche du développement durable. Voilà. Donc,
on va dire que la transition écologique va un peu fustiger le développement durable en lui disant, bah, en fait, tu ne vas pas trop vite. Tu ne dis pas les termes, en fait. Tu ne dis pas ce qui fait que le monde est actuellement en train de vaciller. Tu ne dis pas trop et tu ne vas pas assez vite. Voilà. Tu fais trop de compromis. Donc, ceux qui sont des partisans de la transition seront plutôt un peu plus dans la radicalité. Voilà. Notamment à l'égard de la sphère économique. Voilà. Parce que pour eux, une croissance infinie, une croissance économique justement infinie, est impossible sur une planète aux ressources naturelles limitées. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on parle de richesse, c'est quoi sont les ressources naturelles? Voilà. Donc, si on veut se développer de façon ininterrompue, il va falloir exploiter beaucoup plus de ressources naturelles. Vous voyez, la transition va dire, ben non, en fait, ça, c'est un modèle économique qui ne va pas. Parce que plus on détruit pour se développer économiquement, et plus on signe l'arrêt de la vie sur la Terre. On continue un peu de la distanciation. Donc, comme je le disais, la transition écologique va se définir souvent par opposition au développement durable, pour dire que le développement durable est trop flou, tolérant à l'égard des causes. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des mouvements écologiques qui sont un peu très, très radicalisés. Ils vont aller détruire des pipelines, ils vont attaquer des entreprises, ils vont refuser certaines activités économiques extractives sur leur sol et tout ça. Voilà, on le voit beaucoup. Et là où on comprend cette notion, c'est quand on voit justement les exploitations, les dégâts des exploitations dans des pays aux ressources énormes comme le Congo et tout ça. Voilà. Donc ça, justement, ça crée une distance par rapport au développement durable qu'on verra tout à l'heure. Et ça montre que pendant que certains se contentent de suivre, en fait, il y en a qui réfléchissent aux dimensions conceptuelles de chaque orientation politique. Vous voyez? Et ça, c'est assez intéressant à savoir. Et ça pose la question de, bon, dans tout ça, quelle est la vision de l'Afrique? Oui, quelle est la vision de l'Afrique? Parce qu'il y en a qui réfléchissent. Est-ce que nous, on se contente juste de suivre, ou bien est-ce qu'on a des définitions particulières? Voilà. Et vous allez voir que si vous faites beaucoup de recherches, l'Afrique également a sa vision de toutes ces orientations. Voilà. Nous, on va plutôt poser des vétos dans le sens de OK, mais il y a des solutions qui ne sont pas adaptées à nos territoires. On va dire, OK, nos pays ne sont pas hyper industrialisés, mais on reçoit beaucoup trop de pollution. Et donc, c'est injuste. On va parler de justice climatique. Voilà. Nous, on est beaucoup à cheval sur les notions de justice climatique. Je pense qu'on aura, si le temps ou sinon, si les moyens nous le permettent, on va organiser peut-être des formations sur ça, voilà, pour vraiment ancrer la vision africaine ou l'approche africaine des questions environnementales. Voilà. Donc voilà, pour revenir sur les différences conceptuelles entre la transition écologique et le développement durable, c'est un peu ça. Le développement durable va vraiment prendre son envol bien avant la transition, et la transition va venir charrier un peu le développement durable en mode, ben, OK, grand frère, parce que tu étais là avant nous, tu as peut-être toutes les manettes institutionnelles notamment, tous les gouvernements veulent faire du développement durable, mais on pense qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous êtes un peu trop complaisant à l'égard du monde économique qui détruit la planète. Le développement durable, lui, va vraiment poser un cadre très général. C'est pour ça que, voilà, il plaît aux politiciens. Voilà, c'est un cadre qui est très général. On dit, le développement durable vise à organiser la société de sorte à répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Voilà, tranquille, on n'égratine personne. On ne dit pas, voilà, on n'égratine personne. Donc, on ne va pas trop remettre en cause la croissance économique. On va dire, on peut croître, mais il faut qu'on essaie de croître de façon un peu plus vertueuse. Voilà, donc on va le dire comme ça. Donc, ça, c'est un peu
édulcoré. Donc, il n'y a pas vraiment de problématique de radicalité dans cette définition-là. Voilà. Le développement durable, je le disais tantôt, fait l'objet d'un consensus politique plus large, plus institutionnalisé, voilà, notamment le système des Nations Unies. Vous voyez, ça fixe un cap, c'est beaucoup mieux organisé. Quand on dit que c'est institutionnalisé, ça veut dire qu'on a réussi à l'incorporer dans la façon de fonctionner des États, et ainsi de suite. Donc, ça a beaucoup plus d'avance que la transition écologique. Voilà, donc la transition écologique, elle va être perçue comme un peu radicale et puis un peu trop cérébrale pour certains. Une fois qu'on a dit ça, étant donné qu'on est dans un monde qui est plutôt, dans un monde en tout cas de solutions à la crise environnementale qui est plutôt OK avec la notion de développement durable, on va donc chercher à mieux comprendre le développement durable, d'où la notion vient. Donc, on va vraiment faire ce focus-là. Il faut savoir que c'est une notion qui nous vient des années 90, 80. C'est une dame, voilà, c'est une dame qui a été moteur sur ce sujet. C'est une femme politique norvégienne, Madame Gro Harlem Brundtland. Elle a dirigé donc la Norvège. C'est une femme intellectuelle, hein, voilà. Et elle avait été désignée comme présidente de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'ONU en 83. Donc, vous savez, quand vous nommez à des postes de responsabilité, vous devez rendre compte. Voilà. Donc, en 87, elle va publier un rapport de ses activités et tout. Et elle va dire que globalement, il faut tendre vers le développement durable. Donc, c'est là qu'elle va introduire la notion. Donc, les gens se disent, mais le développement durable, c'est quoi? Et puis, elle va définir. Elle va dire, le développement durable, c'est la capacité à assurer nos besoins actuels sans compromettre celles des générations à venir. Les gens vont dire, mais en fait, mais c'est intelligent, c'est intéressant ça. Voilà. Et au sommet de Rio, vous savez qu'il y a beaucoup de sommets sur l'environnement. Hein. Les premiers sommets ont eu lieu justement dans les années 80. Il y a eu un premier sommet même en 72 et tout ça. Et au sommet de Rio en 92, le thème va être popularisé et puis adopté. On va se dire, bon, depuis des années, notamment après la Seconde Guerre mondiale et tout ça, on réfléchit vraiment à l'impact de nos activités sur l'environnement. On ne sait pas trop par quel bout prendre les solutions et tout ça. Madame Gou Harlem nous propose une définition qui est assez intéressante. Est-ce qu'on ne va pas essayer de creuser? Donc, c'est là que justement tout le monde s'est dit, ouais, développement durable, on y va, essayons de creuser davantage et puis d'enrichir davantage l'idée. Donc, c'est là que l'idée a été consolidée. Voilà. L'idée a été consolidée, notamment au sommet de Rio. Et il faut dire qu'avant le sommet de Rio, il y avait déjà eu aussi un sommet, hein, celui de Stockholm, hein, en 72 notamment. Donc, il y a eu plusieurs successions comme ça d'événements qui vont un peu permettre de poser la question de l'environnement dans les consciences des sociétés. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir. On ne peut pas s'engager, on ne peut pas être engagé et puis ne pas avoir un minimum de culture. Un minimum de culture sur les questions environnementales. Tu dis que tu t'engages pour l'environnement, tu ne sais pas c'est quoi la définition du développement durable. Tu ne sais pas d'où ça vient. Qui a popularisé le terme? Ce n'est pas sérieux. Donc, c'est très important d'avoir cette culture un peu historique, d'où ça vient, qui a fait quoi et tout, pour qu'on en arrive là. C'est très important. Donc, une fois qu'on a posé la définition de développement durable, on sait un peu d'où ça vient. Il faut savoir que quand on a commencé à creuser, et tout ça, c'est aussi le travail de Mme Gro Harlem, on s'est dit, OK, il nous faut des piliers. Voilà, quand on a le grand chapeau, on va commencer à dégrossir. Donc, il nous faut des piliers. Voilà. Comment est-ce qu'on conçoit la société dans quelques années? Voilà. Et puis déjà, à quel horizon est-ce qu'on situe le développement durable? Donc, si vous voulez que le monde soit dans une trajectoire de durabilité, il faut fixer un cap. Voilà, on se dit, OK,
d'ici 20, 30, 50 ans, voilà, 70, 100 ans, voilà le cap qu'on veut atteindre. Voilà. Donc, c'est comme ça que les Nations Unies, ou sinon les grandes conventions fonctionnent. On fixe un cap, on dit, bon, d'ici 50 ans, voilà comment nous, on voit le monde. Quels sont les États qui pensent que c'est une vision qui est atteignable? Nous, bon, les États africains, nous, on signe toujours. Voilà. Nous, on est d'accord. Nous, on est d'accord et tout. Il y en a qui ont dit, voilà, est-ce qu'on ne peut pas creuser encore davantage? Mais en tout cas, nous, on est toujours d'accord. OK? Et puis, une fois que ça c'est dit, on va signer. Donc, c'est ce qu'on appelle signer. Donc, on signe, puis après, on ratifie. Donc, c'est important d'avoir cette chronologie de l'organisation du monde, en fait. Vous voyez? Donc, une fois que Nango Allen a posé le cadre donc, du développement durable, on va fixer les piliers. On va dire qu'on a 3 piliers. Voilà. Et puis après, on va fixer un cap. On va dire, OK, dans combien d'années? Et vous allez voir que dans la première approche, on a fixé un cap de 15 ans. C'est comme ça qu'on fait à chaque fois. Voilà. Donc, pour revenir au pilier, on a défini. Et puis, on s'est dit, bon, on a 3 piliers. Développement durable, on a 3 piliers. On doit avoir un pilier économique, bien évidemment. Voilà. On ne peut pas vivre si on n'a pas l'argent. Voilà. Il y en a qui sont obnubilés par la sphère économique. Les dirigeants, globalement, sont vraiment obnubilés par la sphère économique et ils ont souvent raison. On va dire, on va créer des richesses et puis améliorer les conditions de vie matérielle. Voilà. Des gens qui ont faim, des gens qui n'ont pas l'argent, c'est difficile de les diriger. Voilà. Donc, il faut que, justement, on ait une dimension économique. Mais cette dimension économique doit matcher avec d'autres dimensions pour qu'on atteigne le développement durable qu'on veut. Parce que jusque-là, on n'avait que la dimension économique depuis la révolution industrielle. Tout le monde veut se développer. Voilà. On veut avoir des ressources naturelles, on veut les exploiter à fond. On a vu que quand on fait ça, à un moment donné, on se tire une balle dans le pied parce que l'environnement ne suit pas. L'environnement succombe à un moment donné. Vous voyez? Et donc, à l'économie, on va rajouter l'environnement. À l'environnement et l'économie, on va ajouter la société. Voilà. Et tout ça donne les 3 piliers originels du développement durable. Quels sont les 3 piliers originels du développement durable? Dimension économique, environnementale et sociale. Société, souvent, à la place de société, vous pourrez voir sociale. Voilà. Ça veut dire que c'est durable lorsque c'est équitable, lorsque c'est viable, lorsque c'est vivable. Vous voyez? Donc, il y a des... Vous voyez que l'intersection de ces 3-là, ça donne le durable. C'est que pour atteindre le durable qui est au milieu, hein, on va prendre mon curseur. Est-ce qu'on a mon curseur? Oui, on voit mon curseur. Donc, l'intersection de ces 3-là, ça va donner quoi? Ça va donner le durable. Voilà. Donc, quand on croise économie et société, ça donne un monde équitable. Et ça, voilà, ça peut même aider dans d'autres définitions, d'autres approches d'études. Quand on dit c'est équitable, ça veut dire qu'il n'y a pas un qui dépasse l'autre. Voilà. Environnement et puis société, ça veut dire que c'est vivable. Ça veut dire que tout se passe bien et puis on est dans un environnement qui est sain. Donc, c'est vivable. Voilà. Quand l'économie croise l'environnement, ça devient viable. Ça veut dire que si on peut gagner de l'argent sans pour autant détruire l'environnement, ça veut dire que c'est viable sur le long terme. Voilà. Donc, vous voyez que voilà. Et quand on croise le tout, ça donne ce qui est durable. C'est durable lorsque c'est équitable, lorsque c'est viable et lorsque c'est vivable. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les 3 piliers du développement durable. Une fois qu'on a fixé la définition, les 3 piliers, on va essayer maintenant d'être beaucoup plus opérationnel. Donc, on va quitter du concept à la feuille de route. Voilà. Donc, vous voyez que entre 80 90, il y a eu les sommets, il y a eu Nango Allen, Brundtland et tout, avec son rapport qui a lancé vraiment la notion de développement durable et tout ça. Elle a aussi esquissé, aidé aux réflexions sur les piliers et tout, et tout, et tout. On va maintenant mettre ça en œuvre de façon opérationnelle. Le développement durable va s'appuyer sur donc, les 3 piliers et aussi des objectifs.
c'est-à-dire tous les pays qui vont adhérer, donc les pays membres de l'Union, enfin des Nations Unies, justement. Donc la majeure partie de nos pays ont ratifié son nombre du système des Nations Unies sans pour autant être avoir justement des droits de veto, mais on est là-dedans. Et une fois qu'on va avoir donc la définition et donc les piliers, on va se projeter maintenant sur 15 ans. On va dire, OK, sur 15 ans, voilà comment on voit le monde. Et donc, sur 15 ans, quels sont les objectifs qu'on se donne pour que le monde se porte mieux? Et c'est là qu'on va avoir d'abord 8 objectifs millénaires de développement. Ça veut dire qu'avant les 17 ODD, il y avait déjà 8 en griffe petits ODD. Voilà. Donc, on a appelé les OMD, donc les objectifs millénaires de développement. Donc, entre 2000 et 2015, les États, des gens intelligents, des dirigeants, des penseurs, des ONG, voilà, des ONG, des associations, des jeunes qui s'engagent comme vous et moi et tout, ont été réunis via des consultations, des concertations et tout ça. Et puis, on a abouti à 8 priorités du monde sur 15 ans. Et parmi ces priorités, vous voyez qu'à la 7e position figure préserver l'environnement. Préserver l'environnement. Voilà. Donc, la première priorité, donc ça a eu lieu le 8 septembre 2001. Voilà, il y a eu une déclaration des Nations Unies, dite déclaration du millénaire de l'ONU à New York. Et on s'est dit qu'entre 2000 et 2015, on va tout faire pour réduire l'extrême pauvreté et la faim dans le monde. Voilà, l'extrême pauvreté et la faim dans le monde. On va tout faire pour assurer l'éducation primaire pour tout le monde. Voilà, on va tout faire pour que dans aucune partie du monde, en tout cas parmi les signataires de la charte, de cette déclaration-là, qu'aucune partie du monde, justement, dans aucune partie du monde, il y ait un enfant qui n'a pas au moins fait le primaire. Voilà. On va se dire aussi, bon, on va promouvoir en 3e position l'égalité des sexes. Donc, depuis déjà les années 2000, on en parle. On va faire en sorte que l'homme, la femme, en tout cas, que personne ne soit discriminé sur la base de son orientation ou de son sexe, en fait, de façon générale. Voilà. On ne va pas favoriser un homme par rapport à une femme juste parce qu'il est homme. On va tout faire pour qu'il y ait une forme d'égalité. Sur des bases communes, qu'il n'y ait pas de discrimination. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a appelé l'égalité des sexes. Donc, en 2000 et 2015, on va se dire, ça, c'est un cap. Il faut qu'on arrive à le faire. En 2000 et 2015, il faut qu'on arrive aussi à réduire la mortalité infantile. C'est-à-dire que quand les enfants naissent, beaucoup d'enfants n'arrivent pas à votre âge, en fait. Ça, c'est une réalité dans le monde, surtout en Afrique. Beaucoup d'enfants n'arrivent pas à votre âge. Beaucoup d'enfants, avant leur 10e anniversaire, meurent de maladie, de précarité, de pauvreté, de malnutrition. Enfin, voilà. Donc, et c'était vraiment un enjeu crucial au début des années 2000. Et donc, on s'est dit, en 2000 et 2015, il faut qu'on fasse en sorte qu'il y ait moins de ça. Il faut, déjà, si on peut l'éradiquer, ce serait l'idéal. On s'est dit aussi qu'il faut améliorer la santé maternelle. Voilà. Je pense que le 5 et puis le 4 vont ensemble. C'est-à-dire que les femmes enceintes doivent justement bénéficier de meilleurs soins pour que voilà, l'enfant ne meure pas avant. Voilà. Bon, le pictogramme est assez illustratif. Hein. Voilà. Il y avait aussi, et je pense que tout le monde l'a vu, l'enjeu d'éradiquer le VIH-Sida. C'était vraiment un vrai enjeu. En 2000 et 2015, vous avez vu beaucoup de communication sur le VIH-Sida. Aujourd'hui, on en parle un peu moins. Il y a eu vraiment ce sujet-là qui était très bien posé. On dit qu'il faut combattre le VIH-Sida, le paludisme et puis d'autres sortes de maladies qui étaient
qui se faisait fureur en son temps. Donc, préserver l'environnement et puis mettre en place un partenariat pour le développement. Ça veut dire que, quand on dit partenariat pour le développement, ça veut dire que, globalement, il faut faire en sorte que les pays qui ne sont pas développés puissent aussi avoir un niveau de développement minimal. C'était ça le but de cette politique-là. Voilà. Donc, vous voyez qu'on est vraiment passé du concept à la feuille de route sur 15 ans. Voilà, en 2015, voilà ce qu'on va faire. Toute humaine n'étant jamais parfaite, il y a des pays qui n'ont pas réussi à suivre. Voilà. Et puis, il y a des pays qui n'ont pas compris même. Ils n'ont pas compris. Et puis, il n'y a pas eu assez de moyens pour aller vite. Donc, sur certains sujets, on a mis le paquet. Sur d'autres, on n'a pas pu parce qu'en fait, il y en a qui étaient beaucoup plus explicites que d'autres. Vous savez que tout ce qui est en lien avec le VIH-Sida, c'est très clair. Mais quand tu dis préserver l'environnement, ça veut dire quoi? L'environnement, c'est un tout. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Vous voyez? C'est pour ça qu'au départ, j'insistais sur l'importance d'utiliser les bons mots. Parce que quand vous utilisez les mauvais mots, vous n'arrivez pas à arriver au bout de vos actions. Parce que c'est trop vague. Parce qu'on n'arrive pas à cerner le fond de votre pensée. Donc voilà, ça a donné ça. Et finalement, en 2012, on a commencé à faire le bilan. Voilà, 2015, on a dit entre 2000 et 2015. Bon, à 3 ans près, on sait si on va y arriver ou pas. Donc, à partir de 2012, avant d'atteindre 2015, on s'est dit, franchement, on sait que là, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver, notamment sur les enjeux de préservation de l'environnement. Il y a beaucoup plus d'inondations, beaucoup plus d'événements catastrophiques, beaucoup plus de pertes de récoltes dues au réchauffement en Afrique, beaucoup plus de malnutrition, beaucoup plus de réchauffement même, voilà. Donc, franchement, on ne va pas y arriver. Voilà. C'est VIH-Sida, on a un peu fait, mais on sent qu'on ne va pas y arriver. Et sur plein d'autres aspects, même sur les enjeux d'égalité entre hommes et femmes, on n'avance pas. La mortalité infantile, on continue, les enfants continuent de mourir, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, les gens se sont assis, pareil, les gens intelligents se sont assis encore, voilà. Ils se sont dit, bon, faut qu'on essaie d'éclaircir davantage. On avait des objectifs qui étaient assez compactés. Et puis, en plus, ça ne parle pas trop aux pays sous-développés. Et puis, dans notre approche, ça faisait trop un peu, on veut aller sauver le monde et tout. Donc, il y a des pays qui étaient un peu récalcitrants. Ils ont signé pour d'autres choses, mais c'était un peu compliqué de les mettre en œuvre dans certains pays. Et donc, on a réuni à nouveau les gouvernements, cette fois-ci avec une grosse participation des organisations de la société civile, donc les ONG, associations, corps intermédiaires. Et on s'est dit, voilà, cette fois-ci, voilà ce qu'on va faire. Chacun va dire c'est quoi ses priorités pour les 15 ans à venir. Donc maintenant, on va réfléchir sur 2015-2030. Voilà. Donc on a réfléchi sur 15 ans au départ pour les OMD. Pour les ODD, on va faire pareil. 2015-2030. D'où le corpus général qu'on appelait Agenda 2030. Donc en 2012, du coup, 20 ans après le sommet de Rio, là où justement on a consacré le développement durable et tout ça, on va s'asseoir et on va voir que franchement, ça n'avance pas. Donc, il faut qu'on fixe un autre cap. Donc, entre 2012 et 2015, les gens se sont assis, ils ont réfléchi, ils ont beaucoup travaillé et on a abouti aux 17 objectifs de développement durable. Voilà. On a défini même des cibles, 169 cibles, ainsi de suite. On y est arrivé parce qu'on a constaté les insuffisances des OMD, des 8 OMD définis entre 2008, enfin de 2000 et 2015. Il y avait vraiment beaucoup d'insuffisances, notamment un peu de flou autour des enjeux environnementaux. Donc, 7e OMD, on dit pour préserver l'environnement. Mais comment? Quel environnement? On a les océans, on a les terres, on a les forêts, on a l'air, on a l'eau, on a plein d'autres choses. On a les animaux, on préserve l'environnement comment? Voilà, donc, c'était assez flou. Donc, vous allez voir qu'avec les 17 ODD, on va égrener. On va avoir un ODD qui est spécifique au changement climatique, un autre qui est spécifique à la biodiversité, à l'eau et tout. Voilà. Donc, l'idée, c'était de clarifier et donner plus de moyens. Voilà. On avait remarqué aussi qu'avec les OMD, ce n'était pas très inclusif.
parce que les pays non développés n'avaient pas été assez associés justement à la réflexion en amont. Vous voyez? Donc, ce n'était pas assez mobilisateur. Quand tu n'associes pas tout le monde, ce n'est pas très mobilisateur. Donc, si on essaie de zoomer un peu, voilà les 17 ODD. Voilà, les 17 ODD. On dit pas de pauvreté dans le monde. Voilà. Ça veut dire quoi? On va expliquer. Le 2, on dit fin zéro. Ça veut dire que en 2030, dès qu'on arrive en 2030, on considère qu'il n'y a plus de pauvreté dans le monde. Bon, on est d'accord que ce n'est pas évident. Dès qu'on arrive en 2030, il n'y a plus de faim dans le monde. C'est-à-dire que plus personne n'a faim dans le monde. Ça veut dire que on a des programmes et tout, et dès que tu as faim, tu as à manger. Voilà, même si tu n'as rien, il faut qu'on s'assure que tu as à manger. Ça, c'est vraiment une forme de sécurité sociale. Ça, c'est vraiment le cap. La bonne santé et le bien-être. Ça veut dire que en 2030, tout le monde doit être en bonne santé. Et même si tu n'es pas en bonne santé, il faut que tu aies au moins de quoi te soigner. Oui. En 2030, voilà, toujours, ODD, c'est le cap 2030. 2030, éducation de qualité. Tout le monde doit avoir accès à au moins une éducation de qualité. Il ne faut plus qu'il y ait d'analphabète, d'illettrisme et tout ça. Égalité entre les genres. 2030, une forme de mixité, une forme d'inclusion. Il y a moins de discrimination basée sur le genre, c'est-à-dire que hommes, femmes, handicapés, enfants, grands, personnes qui ont choisi leur sexe aussi. Enfin, voilà. Donc, on arrive dans un monde où tout le monde se sent bien et tout le monde a les mêmes opportunités, peu importe qui tu es. Ça, c'est un vœu. Voilà, c'est l'un des objectifs fixés pour 2030. Eau propre et assainissement, ça veut dire que dans tous les petits villages, il faut qu'on s'assure que tout le monde ait au moins de l'eau pour boire. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau, les gens soient contraints de boire de l'eau polluée et tout ça. Et il y en a encore. Énergie propre, hein, et d'un coût abordable. Ça veut dire que tout ce qui est énergie qui n'est pas propre. Ça veut dire que quand on dit énergie propre, ça veut dire qu'il y a énergie qui n'est pas propre. Voilà. Donc, énergie propre et puis d'un coût abordable. Voilà. Travail décent et croissance économique. Voilà, ODD, ils aiment la croissance économique. On peut pas, voilà. Là où la transition, on l'a vu au départ, est un peu sceptique sur la question de la croissance économique. Donc, on dit travail décent et croissance économique. Donc, travail, ça veut dire que chacun fait le travail qui lui plaît. Tu n'es pas contraint d'aller faire un truc qui ne te plaît pas. Mais tu fais un truc, ou bien parce que tu es au chômage, donc tu fais un truc qui ne te plaît pas. Non. Travail décent, déjà, et puis tu te sens bien dans ton travail. On ne te harcèle pas, on ne te fait pas faire des choses dont tu n'as pas envie et tout. Donc, c'est vraiment l'idée. Hein. Industrie innovante et infrastructure. Voilà. Inégalités sont réduites. Voilà, ça fait un peu le pont avec le précédent et tout. Donc, vous voyez qu'on a jusqu'à 17. 11, villes et communautés durables. Ça veut dire que on va s'assurer que nos villes sont mieux construites, avec un peu plus de verdure, avec moins de goudron, avec de la ventilation naturelle, donc pas forcément besoin d'acheter un climatiseur ou sinon du chauffage. Enfin, ça veut dire faire en sorte que les constructions soient durables. Voilà, parce que le climatiseur pollue beaucoup l'environnement. Il y en a qui aiment climatiser là. Ils voient ça comme un luxe. Ça pollue beaucoup l'environnement. Le chauffage aussi a besoin d'une énergie vraiment à haute intensité et pas souvent propre. Donc, faire en sorte qu'on construise mieux les villes. Qu'on construise mieux les villes, qu'on arrive vraiment à des villes qui sont totalement bien construites, avec des accès aussi pour les personnes à mobilité réduite. Souvent, on construit des bâtiments, les handicapés ne peuvent pas rentrer. C'est qu'on a construit le bâtiment, il n'y a pas de place pour handicapés. Dès que tu veux entrer dans le bâtiment, on dit escalier. Mais moi, il ne va pas marcher vers moi. Vous voyez? Donc, c'est tout ça qu'il faut penser. Quand on dit ville et communauté durable, c'est tout ça. C'est que des villes où tout le monde se sent bien, où il y a une forme d'accessibilité, où tout est bien construit, où on n'a pas besoin d'avoir peur quand on marche. Et tout ça, c'est le travail des urbanistes, des architectes, des gens du BTP, ainsi de suite. C'est un sujet qui est très, très important. Utiliser moins de ciment. Voilà, donc c'est ODD 11. Consommation et production responsable. Aujourd'hui,
Sur la question de la consommation, aujourd'hui, souvent, on achète des trucs dont on n'a pas envie, juste parce que on nous a bombardé de marketing, de publicité, il faut payer, on te force à payer, en fait. Voilà. Ça, c'est pas responsable. Et l'idée, c'est qu'on ne gaspille pas aussi. Donc, ça fait un peu le point avec tout ce qui est zéro fin et tout ça. Donc, consommation responsable, production responsable. Il y a souvent, il y a des endroits où on surproduit juste pour vendre et qu'on produit beaucoup plus de lait que ce dont la population a besoin. Voilà. Et encore, il y en a qui pensent que le lait, on ne doit pas consommer. Mais bref. Mais je veux dire, il y a souvent des surproductions. C'est qu'on exploite la terre, les ressources naturelles, plus qu'on en a besoin. D'où l'idée de production responsable et de consommation responsable. Voilà. Des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Notre formation d'il y a 2 semaines s'inscrivait pleinement dans l'ODD 13, des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Il faut comprendre pour agir. Voilà. 14, vie aquatique. Pareil, pollution de nos océans. Aujourd'hui, il y a des fonds marins. Quand tu arrives là-bas, tu vas penser que tu es dans une décharge. En fait, on jette tellement de choses dans les océans. Tout ce que tu jettes dans la rue, là, ça arrive dans les océans. C'est quand la pluie frappe le sol, donc ça va ruisseler. Donc les déchets, tout ça, leur exutoire, c'est dans l'eau. Alors que dans l'eau, c'est aussi maison des gens. Quand je dis des gens, en griffes, c'est aussi un milieu naturel de vie de certains animaux. Donc quand toi, tu finis de jeter tes trucs, que ça arrive là-bas, bah, eux aussi, bah, ça pollue l'environnement. Voilà. Et sachant que demain, tu vas vouloir manger du poisson, donc tu es en train de manger du poisson qui a mangé les bêtises que tu as jetées à terre. Donc, c'est un cercle vicieux. Bon courage à nous et à nos ventres. Vie terrestre, c'est tout ce qui est en lien avec la biodiversité, ainsi de suite et tout ça. La paix, justice et institutions efficaces, voilà. On se dit que, bon, s'il n'y a pas la paix dans le monde, tu as beau parler de tout ce que tu veux, ça ne peut pas marcher, en fait. Les gens sont en train de se tuer et tout. Toi, je parle de paix, de faim, voilà. Donc, la paix va aussi avec la justice. Ceux qui commettent des actes doivent être jugés, ils doivent payer pour leurs actes et tout. Institutions efficaces, ça veut dire que moins de corruption dans le monde, tout ce qui est corruption, nos pays africains sont gangrénés de corruption. On est gangrénés de corruption. C'est incroyable. Donc, l'ODD 16 veut aussi lutter contre ça. Corruption, c'est tout simplement le fait de, par exemple, payer pour avoir un service là où le service devait être gratuit, par exemple. Payer là où on demande un diplôme, voilà. Payer là où on demande une compétence, payer là où on demande un savoir-faire, c'est ça la corruption. Faire accéder des gens à des postes qu'ils ne méritent pas, c'est ça la corruption. Voilà. Donc l'idée, c'est que d'ici 2030, avec l'ODD 16, on fasse moins, il y a moins de corruption dans le monde. Il y a même des indices, hein, on classe les pays par leur niveau de corruption et tout ça. En tout cas, nos pays là sont en bas là-bas. 17, on dit partenariat pour la réalisation des objectifs. Ça veut dire que quand on a fini de dire tout ça, on sait que sur certains sujets, il y a des pays qui ont beaucoup plus de moyens pour y faire face que d'autres. Voilà. Les pays où les institutions sont déjà fortes, on a déjà des tests assez rigoureux, donc on sait que on touche un peu là, ça sert un peu, voilà. Mais il y a des pays où il y a même pas de tests en fait sur les questions de corruption. On ne parler de pays ou de lutte contre la corruption comment. Donc, l'idée de l'ODD 17, c'est de faire en sorte que les pays se serrent le coude pour atteindre certains objectifs de développement durable. Voilà. Quand on revient justement donc, à tout ça, c'est ce que je disais tantôt. Donc, l'ODD 1, on dit pas de pauvreté dans le monde. Les Nations Unies le définissent comme ça. On dit éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Voilà, c'est un peu ça. Le 13, pareil. 13, c'est ici. Voilà. Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Voilà. Le 14, vie aquatique. On dit conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins de développement durable. Voilà. 15, vie terrestre, préserver et restaurer les écosystèmes terrestres. Voilà, ainsi de suite. Mais une fois qu'on dit ça, souvent, on pense qu'on n'est pas concerné, mais on est concerné au plus haut titre. Hein.
Par exemple, le 1, quand on dit éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde, la partie du monde qui est la plus concernée, c'est les pays du Sud. Et l'Afrique est un continent du Sud. Il y a une forte concentration et même de pauvreté extrême dans nos États. Très souvent, ceux qui vivent dans les capitales ne le voient pas, ils ne le sentent pas. Donc, ça fait qu'on est souvent déconnecté. Mais dès que tu fais un pas de côté par rapport aux capitales, même souvent dans les capitales, il y a beaucoup de disparités, tu sens qu'il y a beaucoup de pauvreté en fait. Il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de précarité, notamment rurale. Donc, on est concerné au plus haut titre. Donc, vous pouvez mettre en place des projets dans ce sens. Quand on dit faim zéro, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable. Mais on est concerné au plus haut titre. Il y a tellement de pays africains où les gens sont sous-alimentés. C'est une sous-alimentation persistante. Les gens ne mangent pas à leur faim. Puis il y a une forte dépendance à l'agriculture. Alors que quand on parle de changement climatique, si les récoltes ne donnent plus bien, ben on a faim. Il y a un set qui est là comme ça. Donc on est concerné au plus haut titre. Que dit de la santé? Que dit de la santé dans nos pays qui sont chargés de maladies transmissibles, où la mortalité infantile et maternelle est super élevée, vous voyez, où il y a un manque de personnel de santé. Donc l'ODD 3 là, concerne tout cela. Quand on parle de qualité de l'éducation, mais on est concerné au plus haut titre. Dans le classement des meilleures écoles au monde, là, on n'est jamais là-dedans, on est toujours en bas en fait. On est toujours en bas. Il y a un écart important entre les accès, les apprentissages, les formations, même la qualité des informations qu'on reçoit. Il y a des universités aujourd'hui, en Afrique, tu vas partir, en fait, on te sait des cours des années 1900. C'est que les profs, ils n'aiment pas à jouer, en fait. Et du coup, on enseigne ça aux gens. On en 2026, on vous enseigne ça. Donc, imagine, toi, tu es en 2026, on te donne cours de 1999. Mais du coup, tu vas en entreprise, tu ne sais rien faire. Bien, voilà. Donc, on est concerné au plus haut titre. Quand on parle de qualité, c'est une éducation qui est compétitive. C'est ça, c'est comme ça. Si on revient aux enjeux vraiment typiquement environnementaux, tout ce qui est en lien avec les villes durables, pareil, une urbanisation qui est galopante en Afrique, je disais tantôt, des infrastructures donc, urbaines qui sont inadaptées au type de mobilité. Même quand on parle de mobilité aujourd'hui, nos moyens de transport sont hyper polluants et puis en mauvais état. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau. Donc, on est concerné au plus haut titre. Voilà. Donc, ceux qui vont souvent dire oui, développement durable, c'est sur les blancs et tout, on est concerné. On est concerné. Je suis désolé, mais on est concerné. Voilà. Et je peux aller beaucoup plus loin. On n'a pas toute la soirée. Si on essaie de faire un petit jeu, voilà quelques données sur l'Afrique. Voilà quelques données sur l'Afrique. On dit l'Afrique émet peu, mais subit fortement le changement climatique. Si tu veux mettre en place une initiative sur la base de ce diagnostic, tu vas le flécher avec quel ODD? Voilà, Kevin Kwame. En fait, Kevin Kwame a la meilleure réponse, en fait. Tous ceux qui ont dit ODD 13, ils sont dans la bonne droite ligne parce que l'ODD 13, justement, on dit de prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Donc, ils ont totalement raison. Donc, ODD 13. Donc, l'Afrique émet peu, mais subit fortement le changement climatique, fait écho à l'ODD 13. Il y en a qui ont dit ODD 10, réduire les inégalités entre les pays et en leur sein. Totalement vrai. Totalement vrai. Voilà. Donc, à partir du moment où il y a une notion d'inégalité, l'ODD 10 rentre en ligne de compte. Il y a des organismes pour ça. Donc, si tu mets un projet qui a pour but de réduire les inégalités dans le monde, tu vas déjà flécher toutes les institutions qui travaillent autour de l'ODD 10. Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein, et ainsi de suite. Si ça fait aussi écho
à l'ODD 13, justement, tu vas aussi travailler avec les instances ou les organisations qui sont à cheval sur les enjeux, les changements climatiques, et c'est pareil. Donc, c'est vrai parce que, tandis que l'Afrique émet peu, mais subit fortement le climat, donc ça fait référence à un enjeu de justice et sinon d'injustice climatique. On parle de climat, c'est ODD 13. ODD 10 rentre en ligne de compte parce qu'il y a la notion d'inégalité. Voilà. Pareil, on peut faire pareil aussi en se disant, bon, on remarque des choses, à quoi correspond, je veux dire, chaque réalité. Alors, on sait qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, dans la région de Grand Laou, qui est une région côtière, donc au sud de la Côte d'Ivoire, donc qui baigne dans l'océan Atlantique, il y a justement ce phénomène d'érosion côtière ou sinon aussi d'élévation du niveau de la mer qui fait que la ville perd une partie de son territoire de plus en plus parce que l'océan grignote des parties de la ville. Il y a des cimetières qui ont été engloutis par les vagues parce que trop proches des vagues parce que la mer gagne du terrain. Voilà. C'est une conséquence du changement climatique. Voilà. L'élévation du niveau de la mer est une conséquence du changement climatique. Parce que lorsqu'il y a réchauffement climatique, l'eau se dilate. Même dans la cuisine, lorsque vous cuisinez, quand l'eau commence à bouillir, ça commence à baisser. Donc, quand l'eau commence aussi à se réchauffer, il y a une forme de dilatation de l'eau de mer qui fait que ça occupe beaucoup plus d'espace. Et ça fait que globalement, au niveau justement de Grand Laou et des régions côtières, donc Grand Laou, Grand Bassam, ainsi de suite, il y a ce phénomène-là. C'est-à-dire que l'eau, et c'est toute la bande de l'océan Atlantique, donc les pays qui qui ont une façade maritime sont sujets à ce phénomène-là. Voilà. Ça fait référence à quel ODD? C'est comme ça qu'il faut penser. On sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a une forte déforestation. On a perdu près de 90% de notre couvert forestier entre 1960, donc à l'indépendance, et 2015. Enfin, ouais, là, on parle de 90. Et ça fait référence à quoi? Ça fait référence à l'ODD 15 qu'on dit préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, par exemple. Voilà. Les problèmes d'accès à l'eau, vous voyez qu'il y a vraiment de gros problèmes chez nous. Et tout ça fait référence à des ODD. Donc, quand on veut agir en tant que jeune, et ça fait la transition avec la prochaine partie, il faut pouvoir avoir cette grille de lecture-là. C'est-à-dire, à chaque problématique environnementale, quel objectif de développement durable est associé. Et une fois qu'on fait ça, quels sont les organismes qui travaillent autour de cet objectif-là? Voilà. Notamment au sein du système des Nations Unies. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à se faire une voix. On n'agit pas juste parce qu'on a envie d'agir. On agit dans un système qui est beaucoup plus grand et il faut s'inscrire dans ce système-là. Il ne faut jamais cloisonner sa façon de réfléchir quand on commence à s'engager sur les questions environnementales. Et ça fait le lien avec la prochaine partie, c'est-à-dire le rôle des jeunes. Voilà, le rôle des jeunes. Une fois qu'on sait tout ça, on a un peu de culture environnementale et tout ça. Quel est notre rôle en tant que jeune? Voilà, quel est notre rôle en tant que jeune? Quel est notre rôle en tant que jeune? Et dans le cas, quel est notre rôle en tant que jeune? C'est plutôt comment est-ce qu'on peut agir, hein? C'est vraiment ça. En tant que jeune, pour justement ne pas être déconnecté de cette mouvance mondiale-là. En fait, chaque époque a ses sujets, mais ça, c'est un sujet qui traverse vraiment notre civilisation. En fait, la question environnementale, elle est cruciale. Y a quelqu'un qui a dit que c'est vraiment le plus grand défi de notre temps. Et en tant que jeunes Africains, on ne peut pas continuer à être à côté des sujets qui traversent notre temps. Voilà. Et on ne peut pas, d'autant plus que des gens de notre âge, ou même moins avancés que nous en âge, sont pleinement impliqués, s'engagent très bien. Donc, on voit bien la photo du milieu, hein, le jeune qui est là, il veut vraiment prendre son destin en main. Voilà. Il a arrêté, il voit les ODD, il se dit, bon,
quel ODD peut me servir de tremplin? Et c'est ça, c'est la posture de tout jeune qui veut agir. Il n'est pas là en train de scroller pour dire, ah, mais en fait, il y a quelle nouveauté aujourd'hui, il y a quel nouveau buzz, il y a quel quoi, faire des commentaires qui changent pas forcément le cours des choses. Il est vraiment dans une position de se dire, OK, il y a beaucoup de sujets, il y a tellement de sujets, quelle est ma part? Sur quel levier je peux m'appuyer pour justement entrer dans cet univers-là de gens qui font une forme de citoyenneté active. Comment je peux faire pour ne pas être passif? Tu vas t'arrêter, regarder les ODD et puis te dire, bon, ok, moi, franchement, ODD 13, c'est mon combat. ODD 14, c'est mon combat. ODD 11, c'est mon combat. ODD 2, 3, c'est mon combat. Voilà. Et donc, tu vas développer des projets en lien avec ça. Une fois que tu as vraiment décidé, il faut se connecter au mouvement mondial des jeunes engagés. Et pourquoi est-ce qu'il faut se connecter? Il faut se connecter parce que personne ne peut agir tout seul et puis être efficace. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre en dehors de la société. Et donc, c'est pour ça que très souvent, on est souvent contaminé par des dynamiques, par des tendances. Et donc, il faut choisir les bonnes dynamiques. Voilà. Parce que c'est en voyant d'autres personnes faire qu'on identifie les vrais enjeux de la société. Et il y a une grosse communauté aujourd'hui de jeunes qui agissent à travers le monde. On sait tous que une fille comme Greta Thunberg, elle est aujourd'hui une figure emblématique des questions environnementales à travers le monde. C'est une Suédoise. Elle s'est fait remarquer par un acte fort. Il faut aussi savoir que si tu ne poses pas d'acte fort, en fait, tu ne peux pas te démarquer. Elle, son acte fort, c'était quoi? Et ça fait partie aussi de la culture environnementale. Tu ne peux pas agir sans savoir ce que d'autres font. Voilà. Quand tu t'engages, il faut avoir des références. Il faut avoir des gens que tu connais qui font des choses exceptionnelles. Il faut connaître leur histoire, comment ils font et tout. Il faut se connecter à eux. Et là, Greta Thunberg, c'est celle-là qui va arrêter d'aller à l'école parce qu'elle dit que ça ne sert à rien d'aller à l'école si notre planète est menacée par le changement climatique et tout ça. Voilà. Elle dit, bon, ça ne sert à rien parce que notre avenir est menacé. Tu vas à l'école, il fait chaud. Voilà. Elle a vraiment angoissé à l'idée de se dire que d'ici quelques années, on n'aura plus de planète. Donc, elle s'est dit, en fait, au lieu d'aller à l'école, il vaut mieux s'engager. Ça, c'est vraiment son parti pris. Et donc, ça a marqué le monde. Ça a marqué le monde. Donc, elle a commencé à faire des grèves. Elle a commencé à prendre des jeunes. Je ne sais pas, elle était adolescente. Oui. Elle a commencé à dire à ses amis, ah, franchement, voilà ce que moi je vois pour le monde. On ne peut pas continuer à aller à l'école si notre avenir est menacé. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on dit, ah oui, c'est vrai. Donc, faisons une grève pour le climat. Donc, chaque vendredi, elle mobilisait son école. Il marchait. Il partait devant l'Assemblée nationale suédoise. Et puis, il protestait avec des pancartes. Voter des lois qui nous protègent. Voter des lois qui protègent notre avenir. Donc, ça a fait vraiment un écho mondial. Elle a été invitée à la COP 24, je pense. Et elle a fait un discours qui a ému même les dirigeants qui étaient en face d'elle. Donc, elle a eu une force de communication qui était incroyable. Et ça, il faut vraiment être engagé pour comprendre la dimension de son action. Sauf que de l'autre côté, pareil, Vanessa Nakate, ou Nakate, c'est selon, elle aussi, dans son pays, en Ouganda, elle va mobiliser la jeunesse. Elle va se lever, elle va dire, en fait, ça ne peut pas continuer comme ça. On ne pollue pas, mais c'est nous qui subissons. Et elle va créer justement un mouvement autour de ça. Mais elle va aussi s'inscrire un peu de la même dynamique que Greta Thunberg. Donc, Greta Thunberg fait grève du climat en Suède. Vanessa Nakate fait pour elle en Ouganda. Donc, il y a un écho mondial qui se crée et il y a une synergie qui se crée. D'où l'idée de se connecter avec d'autres personnes. Vous voyez? Voilà. Et donc, ça va faire qu'elle aussi, elle va représenter quelque chose dans les figures mondiales de la jeunesse autour des questions environnementales. Sauf que c'est important de savoir l'histoire de nos communautés qui s'engagent. Ça veut dire qu'il faut vraiment s'intéresser à ça. Elle va subir une forme de discrimination.
Alors que vous voyez que dans les ODD, on parle de lutte contre la discrimination. Mais elle, dans le mouvement de l'engagement, elle va subir une discrimination. Parce que dans les médias, la communication est très calibrée. Donc, les médias occidentaux qui vont publier sur le sommet de Davos auquel elle va participer, donc avec Greta Thunberg et d'autres personnes, vous savez que, sachez que dans les sommets mondiaux sur les questions environnementales, il y a beaucoup, sur chaque sujet, il y a des sommets mondiaux. Hein. On prend ceux qui sont les plus en vue de leur communauté. C'est pour ça qu'il faut communiquer. On va le voir par la suite. Il faut vraiment communiquer sur vos actions. Il faut apprendre à communiquer. Dans nos communautés, on a plein de gens qui sont très muets sur les réseaux sociaux quand il s'agit de s'engager sur les vrais sujets. Tu vas les voir commenter tout n'importe quoi, mais quand il s'agit d'avoir une image professionnelle sur un sujet précis, ils n'ont aucune idée. Et c'est malheureux. Et du coup, ça fait que dans la lutte au niveau international, on ne voit pas beaucoup les Africains. Là, on voit les Africains, c'est les TikTok qui font rire les gens et tout. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Voilà. Donc, Vanessa Nakate, elle va beaucoup communiquer sur ses actions donc, en Ouganda. Du coup, quand on va organiser les sommets mondiaux, on ne peut pas faire sans elle parce qu'elle communique beaucoup. Donc, on se dit que, bon, en Afrique, les gens s'amusent, mais il y a au moins quelques-uns qui font des choses bien. Voilà. Donc, on va venir avec elle. Elle va représenter l'Afrique. Bon, voilà. Donc, quand elle arrive, elle est noire. Donc, ils prennent une photo à la fin. Donc, les photos et tout. Et sur la photo, donc les médias vont relayer, vont dire, bah, en fait, OK, voilà les jeunes aujourd'hui qui représentent l'engagement dans le monde et tout. Donc, on va prendre un Européen, donc Greta Thunberg, des gens d'Amérique du Sud, un peu partout dans le monde. Mais la seule noire, c'était Vanessa Nakate. Donc, sur la photo, ils vont la rogner. Donc, on va publier la photo des jeunes engagés à travers le monde, mais il n'y a pas de noir dedans. Donc, Vanessa Nakate a été rognée de la photo. Donc, elle va voir ça. Elle va dire, mais en fait, j'ai participé au sommet. Pourquoi on ne me voit pas sur la photo et tout. Elle va se fâcher. Comme elle communiquait déjà, elle avait déjà acquis une base de communication très, très importante. Donc, quand elle va voir ça, elle va faire une vidéo et puis elle va s'exprimer. Qui dit, j'ai participé au sommet de Davos. Pourquoi on ne me voit pas sur les photos dans les médias internationaux? Ça va faire un buzz incroyable. Donc, elle était déjà connue en Afrique. Donc, elle va être connue du coup au niveau mondial. Ils vont se dire, en fait, quel courage elle a eu. Quel courage elle a eu de réclamer sa position. Voilà. Donc, ça, c'est des histoires qu'il faut connaître pour savoir que l'engagement, ce n'est pas juste on a assis, on va ramasser des déchets. Voilà. Au niveau mondial, si vous ne faites pas de communication, si vous n'êtes pas assez proactif, vous n'allez pas trouver votre place. Vous allez trouver que, en fait, il y en a qu'on voit plus que d'autres. Mais en fait, la visibilité n'est jamais acquise par avance. Il faut lutter. Et donc, ça m'attrait justement ce qui s'est passé. Vous voyez, donc, la photo originale, c'est celle-là, en 1. La photo originale. Celle qui va être publiée par les médias, c'est la 2. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas Vanessa Nakate dessus. Elle dit, OK, il n'y a pas de souci. Elle commence à manifester. Tout d'un coup, on commence à l'appeler partout. Aux Nations Unies, UNICEF, tout ça. C'est après ça. Hein? Voilà, donc, vous voyez qu'il y a vraiment une histoire et c'est pour ça qu'il est important de communiquer et de se construire une image sur les questions environnementales. Ça prend du temps, ça demande de réfléchir, ça demande de la stratégie et c'est un travail de longue haleine. Voilà. Ça demande de ne pas avoir honte. Voilà. Souvent, on se cache, on protège notre image alors que personne ne nous connaît. L'engagement peut se faire également. On peut s'inscrire dans tout ça par le fait de porter de la voix en relatant des faits et en laissant des traces. Donc, ce que vous voyez là, c'est vraiment une capture de mon blog hein, que j'ai créé en 2017 où j'ai publié chaque 3 mois un article sur les questions environnementales. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, dès que je vois qu'il y a inondation quelque part, je prends mon stylo, je dis, bah voilà, on parle de changement climatique, vous n'écoutez pas. Voilà, c'est l'inondation, tout le monde est dans l'eau. Voilà, je publie. Les COP et tout. OK. On fait les COP, mais quelle est la place des États africains? Je publie dessus. Est-ce que ça a vraiment de l'impact? Je publie dessus. Il fait trop chaud à Abidjan. C'est aussi le fait que les répercussions du fait que l'ODD 11, ville et communauté durable, n'est pas appliquée. On construit n'importe comment.
Voilà, donc il fait très chaud. Je publie dessus. Je vois des jeunes qui s'engagent très bien dans leur communauté. Je publie sur eux. Voilà, donc j'essaie de relater comme ça, ce qui fait que j'ai une traçabilité sur les réseaux sociaux et même dans le corpus numérique documentaire. Donc, quand on tape Yves Landry Kwame, ils vont te dire que Yves Landry Kwame a écrit ça, il a été ici, mais tout est en lien avec l'environnement. C'est très important d'avoir une stratégie de communication. Moi, je me suis dit, OK, s'il faut utiliser les réseaux sociaux ou même le numérique pour justement s'engager, moi, je veux le faire sur la question écologique et je veux rédiger des billets qui ont de l'impact. Donc, c'est comme ça que progressivement, j'ai commencé à construire mon image autour des questions environnementales. Donc, une fois que j'écris, je vais aussi écrire, mais je vais aussi m'engager sur le terrain. Donc, je vais faire des activités. À chaque activité, je vais communiquer. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Et je rappelle que l'engagement a plus d'impact lorsqu'il est vu, su et reconnu, ce qui suppose de communiquer efficacement. Donc, partout où j'ai été, j'ai mené des activités, j'ai communiqué dessus. Voilà. Avec mon ONG Bienveillance, pareil, je communique, je fais très, très attention. C'est même la partie qui est la plus délicate. Très, très attention à ce qu'on va communiquer, les mots qu'on va mettre sur chaque image. Il ne s'agit pas de dire, bonjour, on était à Goïta, on allait ramasser des déchets, ciao. Non, il faut inscrire tout ça dans un cadre. Il faut avoir un narratif qui sied aux enjeux environnementaux parce que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas du jeu. Voilà. C'est important de communiquer. D'ailleurs, on a fait une formation l'année dernière sur la gestion des projets environnementaux où j'ai beaucoup insisté sur l'importance de communiquer et la façon de communiquer quand on a une organisation et quand on a un projet environnemental. Ça, vous pouvez le relire, c'est sur notre YouTube. Voilà. On pourra vous partager également les liens si vous êtes intéressé. Ça, c'est aussi une façon de s'engager. L'autre façon de s'engager, c'est vraiment de se dire que il est important, il est très, très important parce qu'on est tous souvent des étudiants et beaucoup de personnes se posent la question, mais comment est-ce que je peux jumeler mes études et puis l'environnement? Il y en a qui sont pris entre deux conflits de valeurs entre leur formation et puis la question environnementale. Il faut savoir que il n'y a aucun sujet qui ne touche pas l'environnement aujourd'hui. C'est-à-dire que se dire, OK, moi, je fais quoi? Je ne sais pas, sociologie, quoi. Mais il y a sociologie de l'environnement. Voilà. Je suis de la finance. Apparemment, on oppose souvent finance, économie et puis environnement parce qu'on se dit que ce sont ceux qui sont dans la finance qui détruisent l'environnement. En réalité, il y a des spécialisations en finance durable. Comment est-ce qu'on va orienter les financements vers des projets à fort impact social et écologique? Voilà. Très souvent, quand vous avez du financement pour vos projets, c'est des gens qui ont l'argent qui se disent, OK, mon argent va aller dans des projets environnementaux au lieu d'aller dans du business et tout. Et ça, c'est des gens qui le pensent. C'est un domaine qui est beaucoup en plein essor. Tous ceux qui sont dans le domaine de la finance, de l'économie, de la comptabilité, tout ce qui touche un peu à l'argent. La finance durable est l'avenir. Vous voyez, donc il y a une façon aussi d'orienter ces études. Ça se fait par les sujets qu'on choisit pour nos mémoires, les sujets qu'on va choisir pour nos travaux de groupe. Souvent, les profs, ils finissent le quiz. En fait, choisissez un sujet, faites exposer dessus. Voilà. Il y a des gens qui sont passionnés de cuisine. En fait, il y a tout ce qui est spécialisation en alimentation durable. Comment est-ce qu'on apprend à cuisiner pour les véganes, les gens qui ne mangent pas la viande? Quelle cuisine sans viande aujourd'hui? Demain, c'est l'avenir. Les gens qui vont de moins en moins manger de viande parce que voilà, il y a de nouvelles sensibilités. Comment on fait de l'agriculture biologique? C'est aussi une forme de spécialité. Les gens du BTP, génie civil, architecture, urbanisme et tout, on parle toujours de matériaux de construction. Aujourd'hui, on est plutôt à l'ère de la construction sans trop rendre prééminent le ciment, parce que le ciment pollue beaucoup. Il faut aller gratter du sable, il faut faire quoi? Le ciment pollue beaucoup. L'industrie du ciment est très, très polluante. C'est une grosse industrie polluante.
C'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques qui le disent. Et donc, on va trouver tout ce qui est alternative au ciment classique. Voilà. On va chercher des matériaux qui vont permettre de s'adapter au changement climatique de façon naturelle sans climatiseur. Donc, il y a vraiment ça. Donc, ça, c'est aussi une orientation qu'on peut donner à ces études dans le domaine du BTP, génie civil, architecture, ingénierie, tout ça. Très important. L'aménagement du territoire, pareil. Comment est-ce qu'on va planifier les villes? Donc, on va devoir planifier les villes avec justement plus de parcs, plus d'espaces verts, plus de dimensionnement pour que les gens, pour créer plus d'accessibilité, je veux dire, et tout ce qui est PMR, donc les personnes à mobilité réduite, pour qu'ils puissent justement accéder à la ville. Il y a des villes qui sont impraticables par les gens qui sont handicapés. Ils sont obligés de rester chez eux. Tu as fait 2-3 pas, tu tombes. Parce que les voies sont mal dimensionnées, il n'y a pas de trottoir, les trottoirs sont mal dimensionnés, il y a trop d'escaliers, voilà, on n'a pas de surface plane, donc même si tu es en fauteuil roulant, tu risques de tomber. Enfin, voilà, donc il y a tout ça. Et ça, c'est le travail vraiment de ceux qui vont aménager le territoire. Ils doivent planifier mieux les villes, justement, dans ce cadre-là. Ceux qui sont de la communication, ça, c'est un domaine aussi en plein essor. Aujourd'hui, on parle de communication éco-responsable. Comment est-ce qu'on va communiquer pour les organisations qui luttent le changement climatique et tout ça. Donc, je veux dire, c'est aussi et je pouvais rallonger la liste, mais je me suis arrêté à ces quelques-uns pour dire que une façon pour nous jeunes de nous inscrire dans les dynamiques de changement sociétaux et de durabilité, c'est d'orienter nos sujets d'études. Très important. On ne va pas à l'école pour aller à l'école. Donc, une fois qu'on a dit ça, on va terminer sur quelques phrases que j'ai aussi pour vous, et je pense qu'on pourra peut-être discuter. C'est que très souvent, dans notre génération, on nous dit qu'on est trop jeune pour impacter, on est trop jeune pour créer des changements et tout ça. Je pense qu'il faut se mettre en tête que personne ne nous persuade qu'on est trop jeune pour impacter. Il n'y a pas d'âge pour impacter, en fait. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe et tout. Il faut juste vouloir mettre en place un projet, suivre un mouvement, bien faire ce qu'on sait faire, bien orienter nos actions. On va forcément impacter. Ce n'est pas l'âge qui compte, c'est la qualité et la constance de l'engagement. Très souvent, ce qu'on reproche aux jeunes, c'est le manque de constance. La dispersion n'est pas l'ami de l'engagement. L'ami de l'engagement, c'est la constance. C'est la qualité et la constance. Très important. Autre chose, que personne ne vous persuade qu'il n'est pas important de se former. Aujourd'hui, il y en a qui sont, parce que leurs grands-frères sont partis à l'école, ils ne sont rien devenus, ou bien parce que pour des questions, tout autres, on a aujourd'hui l'apologie des gens qui réussissent sans se former. Qu'on relègue très souvent au second plan, les études et tout. Et quand je dis les études, ce n'est pas forcément CP1, CP2, c'est tout ce qu'on est en train de faire là, se former. C'est très, très important de se former. Quand on veut réaliser des choses, quand on veut s'engager, il faut se former. Surtout que l'environnement est un domaine qui est très technique. Si tu ne comprends pas, tu agis mais aveuglement. L'environnement, c'est un domaine qui est très technique. La dernière fois, on a fait la formation autour du changement climatique. Le docteur qui nous enseignait nous disait globalement que il ne s'agit pas de planter des arbres pour lutter contre le changement climatique. Combien d'arbres on a plantés lors des activités de planting qui se sont cassés la figure ou bien n'ont pas poussé? Parce qu'on ne plante pas les bonnes espèces. Parce qu'on pense qu'il suffit juste d'aller planter puis ça pousse. Non. C'est très technique. Il faut se former, il faut s'informer, il faut savoir pour agir. C'est très important. Donc, que personne ne vous persuade qu'il n'est pas important de se former. C'est très, très important de se former. Si vous avez la possibilité d'avoir des diplômes, allez-y le plus loin possible. Si vous avez la possibilité de vous former ici et là, avoir des jeunes certificats, des petits temps de formation comme on le fait là, profitez au maximum. Parce que l'expertise fait la différence. L'expertise fait la différence.
Dernière chose, peut-être avant-dernière chose, je pense on ne le remarque pas assez, mais nous faisons partie de la génération, peut-être la dernière, qui peut encore éviter au monde de sombrer sous le poids des dégradations environnementales. Parce que pour ceux qui viennent après nous, c'est pas sûr qu'ils vont s'engager comme nous. Voilà, donc on est peut-être la dernière génération de jeunes qui sont censés mettre en place des initiatives qui vont changer le monde. Et comme on le dit chez nous au sein de l'ONG, chaque geste compte. Faites à part à l'image du colibri. Donc, merci à vous. S'il y a des questions, je peux les prendre très rapidement. Sinon, je ne sais pas si Espérance a des éléments de conclusion ou s'il y a des choses qui sont prévues. Mais s'il y a des questions, c'est le moment de les poser pour qu'on puisse y répondre collectivement. Merci à vous.